Alors là, le chapitre 18, le régime général de la sécurité sociale. Le plus gros chapitre qu'on va avoir. Déjà, parlons de l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'elle couvre? Cette assurance maladie, elle couvre les risques de maladie, les risques maternité, les risques invalidité et les risques décès. On va commencer du coup par les risques maladie. Alors déjà, il y a deux prestations de l'assurance maladie. Il y a la prestation en nature et la prestation en espèces. Concernant la prestation en nature, tout simplement, on va déjà voir quelles sont les conditions des frais de santé qui sont pris en charge. Alors les frais de santé qui sont pris en charge, il faut déjà que ça soit réalisé par un professionnel de santé, que l'acte soit autorisé dans la liste, et qu'il y ait une production de documents constatant les actes médicaux, comme une ordonnance. Alors, la condition, cette fois-ci, pas des frais de santé pris en charge, mais la condition des frais de transport pris en charge, ce sont des cas qui sont prévus par le Code de la Sécurité sociale, les transports qui sont agréés, il faut bien penser à transmettre la facture, et il faut qu'il y ait une prescription qui prévoit la nécessité du transport. Concernant la prestation en espèces, donc via les IJSS qu'on a déjà vu, ça permet de compenser la perte de rémunération. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours 3 jours de carence. Concernant les IJSS max, pour une indemnité d'arrêt de maladie, c'est 46 €. Une indemnité maternité, c'est 89,03 €. Et une indemnité pour un accident de travail ou une maladie professionnelle, c'est 205,84 €. Et ça peut monter jusqu'à 274,46 € après 29 jours. Tous ces montants sont par jour. Alors, par contre, il y a des obligations pour l'assuré. Il faut qu'il avertisse l'employeur, il peut avoir des contre-visites médicales possibles et il doit y être, et il doit respecter les horaires de sortie. Concernant le versement de l'assurance maladie, alors, il y a déjà les tarifs conventionnels, ça peut pas être plus. Il peut y avoir le tiers payant, et tout ce qui reste à charge, le RAC, il y a les tickets modérateurs, le forfait hospitalier, la participation forfait de 1 € pour tout ce qui est médicaments, la participation forfaitaire de 18 € pour les actes lourds, comme les chirurgies, et il y a aussi un parcours de soins coordonné, et là, c'est un reste à charge. Concernant maintenant le risque maternité, alors déjà, pour y bénéficier, il faut informer la CPAM dans les 4 premières semaines que la personne est enceinte, tout simplement. Il faut se soumettre à une surveillance maladie, il y a un docteur assigné, ou choisi, mais en tout cas, il faut que ça soit sa fonction, et il faut bien sûr séjourner en France de manière habituelle. Alors, pour l'assurance maladie, la prestation en nature, pour le risque maternité, les frais sont remboursés, et un remboursement de frais, cette fois-ci à 100%. Pour les prestations en espèces, ça compense la perte de salaire, mais il y a des conditions à respecter. Il faut que la salariée ait cessé le travail, qu'elle ait au moins fait 10 mois minimum à l'immatriculation de la sécurité sociale, et qu'elle ait fait un minimum de 1015 fois le SMIC horaire en 6 mois, ou, si ce n'est pas le cas, un minimum de 150 heures sur les 3 derniers mois. Concernant maintenant le risque invalidité, alors quel est déjà l'objet de l'assurance invalidité? En fait, ça permet d'assurer un revenu de remplacement et d'assurer les soins. Quelles sont les conditions de reconnaissance de la validité? Alors il faut avoir effectué 600 heures au cours des 12 derniers mois, avoir l'âge inférieur à la retraite légale, l'âge c'était 62 ans, je vous rappelle, et bien sûr avoir une réduction de 2/3 des capacités de travail. Alors il y a plusieurs degrés d'invalidité, il y en a 3. Alors la première catégorie, c'est on est encore capable d'exercer des activités, mais pas toutes, et du coup on a un 30% du salaire qu'on aurait dû percevoir. Pour la deuxième catégorie, on est incapable de travailler, et là c'est 50% du salaire.
Et la troisième catégorie, c'est en fait, ça nécessite une personne tiers pour acte de la vie quotidienne. Et là, c'est 50% du salaire, et il y a aussi une majoration de 40% pour la tierce personne. Concernant les prestations, soit ça peut être... en fait, c'est une pension d'invalidité qui peut être révisée, mais attention, cette pension d'invalidité, elle est soumise à CDG, CRDS, et elle est soumise également à l'impôt sur le revenu. Concernant le risque d'essai, le quatrième risque qui nous intéressait dans ce cas-là. Alors, qui est bénéficiaire quand la personne décède? Déjà, on va commencer par en présence de plusieurs bénéficiaires prioritaires. Alors là, ça va être dans l'ordre, de celui qui doit l'avoir jusqu'à celui le plus lointain. On commence bien sûr par l'époux, ou s'il y a eu un contrat de Pacs, puis les enfants, et après les ascendants. Et en l'absence de bénéficiaires prioritaires, donc voilà, s'il n'y a pas eu ce qu'il y avait avant, c'est les époux non séparés, et encore les descendants, et enfin les ascendants. Voilà. Donc, conditions liées au défunt. Alors, dans quel cas c'est donné, cette prime de risque, on va dire? C'est 3 mois, la personne doit avoir travaillé 3 mois avant le décès, ou qu'elle ait été chômeur indemnisé, ou bénéficiaire d'une rente d'accident de travail, maladie professionnelle, ou qu'elle ait été bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Alors quel est le montant et le régime social et fiscal? Le montant est de 3 476 €, c'est pas soumis aux droits de succession, et c'est pas assujetti aux cotisations sociales non plus, CSG, CRDS, pour une fois, ce n'est pas soumis. Pour la prestation d'assurance vieillesse, alors, il y a les pensions de retraite et les pensions de réversion. Le système de retraite, il y a plusieurs régimes possibles. Il y a le régime de base, qui est obligatoire, cotisation. Il y a les régimes complémentaires, qui sont également soumis à cotisation. Et après, c'est pas obligatoire, mais il y a des dispositifs d'épargne retraite collective ou individuelle, qui sont en fait les fonds de pension. Et on sait très bien que lors d'un crash boursier, ça fait mal. Alors maintenant qu'on a parlé des prestations d'assurance vieillesse, on va parler des pensions régime général. Alors déjà, l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, c'est 62 ans, l'âge légal. Mais il y a des exceptions. Quand on est lourdement handicapé, quand on a commencé très jeune, quand on a eu une carrière pénible, quand on a des comptes de participation, C2P, compte professionnel de prévention, C2P. Et une retraite progressive. C'est aussi un cas où on peut avancer l'âge de la retraite. Alors, pour le calcul de la pension de la retraite, c'est très simple. C'est une moyenne des 25 années avec les meilleures rémunérations. Et bien sûr, le taux plein, ça accorde 50% des salaires là, qu'on vient de calculer, en sachant que maximum, c'est 1714 €. Attention, il peut y avoir des décotes et des surcotes sur ce taux plein. Si, pour les décotes, il y a une minoration d'un taux de 1,25% par trimestre manquant, en sachant qu'il faut en faire 172 normalement, et niveau surcote, on a 5% par an supplémentaire pour chaque année travaillée de plus, et on a 10% si on a minimum 3 enfants, ou si on a eu au moins 3 enfants. Concernant la pension de réversion, c'est la part du bénéficiaire décédé qui est versée à l'époux survivant ou aux orphelins, mais le défunt doit avoir minimum 55 ans. Et du coup, cette pension est un montant de 54% de ce qu'il aurait dû percevoir. Alors maintenant, les dispositifs particuliers. Il y a l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la SPA. En fait, ça, c'est une rémunération pour les faibles ressources et qui est versée par la caisse de retraite. Et ça, du coup, ça dépend vraiment de la situation familiale. Il y a le cumul emploi-retraite. Alors, soit c'est un cumul total, soit un cumul partiel. Si c'est un cumul total, c'est liquider l'ensemble des retraites. Il faut que les retraites soient liquidées dans l'ensemble. Il faut remplir, bien sûr, la condition d'âge pour le taux plein de 62 ans et cesser son activité professionnelle. Pour le cumul partiel, il faut un délai de carence de 6 mois si
on est repris par son ex-employeur. Et il faut un respect des plafonds de revenus. Concernant la retraite progressive, c'est le travail temps partiel en bénéficiant d'une fraction de leur pension de retraite en même temps. La condition, c'est à partir de minimum 60 ans. Il faut avoir fait une durée d'assurance de 150 trimestres. Je rappelle qu'il faut 172 trimestres au total pour un temps plat. Et le temps partiel est de 40 à 80%. Et il faut exercer à titre exclusif son activité à temps partiel. Il ne faut pas avoir d'autres activités à temps partiel. Alors, les risques professionnels garantis. Il y en a 3. Il y a l'accident du travail, la maladie professionnelle et l'accident de trajet, donc qui fait un peu partie de l'accident du travail. Alors déjà, l'accident du travail. Il faut déjà un accident qui a 2 critères, la soudaineté et qui ait des lésions. Et concernant l'accident de travail, tout simplement, il faut qu'il y ait présomption. Il faut que ça soit survenu par le fait du travail, survenu au cours d'une mission, ou survenu au cours d'une astreinte. Et concernant la preuve, c'est la victime qui doit faire la matérialité de la lésion. Concernant la maladie professionnelle, tous les éléments du tableau sont réunis. Alors, on va avoir 3 cas. Si tous les éléments du tableau sont réunis, alors la maladie est d'origine professionnelle, sauf si l'employeur peut démontrer qu'il n'est pas responsable. L'autre cas, c'est que la maladie figure, mais les autres éléments du tableau ne sont pas satisfaits. Alors là, le salarié doit prouver la cause que c'est bien dû à la maladie d'origine professionnelle. Et sinon, il y a la maladie qui n'est pas référencée. Et là, c'est une expertise individuelle qui va être menée par la CRRMP, où le salarié doit prouver la cause de l'incapacité qui doit être minimum à 25%. Concernant l'accident de trajet, il y a plusieurs conditions. Soit c'est entre le lieu de travail et la résidence, soit c'est entre le lieu de travail et le lieu des repas, ou c'est un trajet indirect mais nécessaire à la vie courante. Et dans ce cas-là, la victime doit apporter la preuve de l'accident qui est un accident du travail. Alors, les formalités de reconnaissance. Il y a 2 procédures. Il y a la procédure pour la maladie professionnelle et la procédure pour l'accident professionnel. Concernant la maladie professionnelle, il faut faire déjà une déclaration à la CPAM sous 15 jours. La CPAM dresse une copie à l'employeur, puis elle fait une enquête qui est maximum de 3 mois, et elle peut demander possiblement des examens médicaux ou même des enquêtes complémentaires. Pour la procédure de l'accident professionnel, il faut informer l'employeur sous 24 heures, sauf s'il y a une force majeure, une impossibilité absolue ou un motif légitime. Après, l'employeur déclare à la CPAM sous 48 heures qu'il y a eu un accident, et la CPAM instruit la demande sous 30 jours, et il peut y avoir 2 mois supplémentaires s'il y a une enquête complémentaire. Concernant la dernière partie qui est les indemnisations, niveau prestation de l'assurance sociale pour les indemnisations, ça peut être en nature ou en espèces, ou on va voir aussi un autre cas. En nature, l'assuré n'avance pas les frais, il supporte ni les tickets modérateurs, ni les forfaits hospitaliers, et il a la gratuité limitée, par contre, toujours au tarif conventionnel. En espèces, quand on a dans ces cas-là accident ou maladie, les 28 premiers jours de IJSS sont montés à 60%, à partir du 29e jour, les IJSS sont de 80%, et après 3 mois, il peut y avoir une revalorisation qui est possible si augmentation générale des salaires. Et le cas particulier, c'est indemnité temporaire d'inaptitude. Et ça, en fait, c'est maximum 1 mois s'il n'y a aucune rémunération qui a été faite. La rente d'incapacité permanente, si l'incapacité est inférieure à 10%, c'est une indemnité en capital qui est versée une seule fois. Si c'est supérieur à 10%,
Alors la rente d'incapacité déjà, elle est permanente, et en fait ça dépendra si c'est plus de 50%, c'est versé chaque mois, si c'est entre 10% à 25%, c'est versé à chaque trimestre. Et s'il y a eu un décès, l'ayant droit bénéficie d'une rente. Maintenant on va parler des fautes. Il y a la faute inexcusable, alors soit par l'employeur, soit par le salarié. Niveau par l'employeur, ça ouvre droit à majoration de la rente, et bien sûr réparation de divers préjudices, parce qu'en fait, il aurait dû avoir conscience du danger, et il faut bien sûr que la preuve soit apportée par le salarié. Concernant le salarié, c'est la faute inexcusable, c'est le fait qu'il y ait une faute volontaire, bon, sans raison valable, mais une faute volontaire, et la conséquence, c'est la réduction de la rente. Et attention, là on parle de pas inexcusable, mais intentionnel. La faute intentionnelle, dans le cas du salarié, là, il n'y a aucune prestation ou indemnité. C'est vraiment intentionnel, je le rappelle, c'est différent de inexcusable. Et pour l'employeur, il y a la réparation intégrale, et le salarié peut demander un complément de rémunération.